Je vous remercie encore une fois d'être présent aujourd'hui et de participer à notre étude Frisbee. Et je vous parle maintenant des traitements qui intéressent beaucoup, je vois. Je dis de nouveau parce que c'est vraiment intéressant de dire, et je pense que c'est le message le plus important, que c'est que l'ostéoporose n'a pas de signes ni de symptômes visibles jusqu'à la survenue de la fracture. Et pourquoi c'est important? Parce que la fracture de fragilité, vous avez déjà bien compris dans les exposés de mes collègues, augmente le risque d'une nouvelle fracture. Ça a un impact sur la qualité de la vie et un risque élevé de mortalité. Toutes les sociétés scientifiques recommandent un traitement contre l'ostéoporose. Pourquoi? Parce qu'on a des traitements efficaces qui sont capables de réduire le risque de fracture vertébrale jusqu'à 70%, le risque de fracture de la hanche jusqu'à 40% et les fractures non vertébrales jusqu'à 36%. Qui doit être traité? Comme ma collègue vous a dit tout à l'heure, il y a une prévention primaire. Ça veut dire qu'on donne un traitement pour éviter une fracture. Alors, on doit traiter toutes les femmes qui sont diagnostiquées avec l'ostéoporose sur le test de l'ostéodensitométrie et toutes les femmes qui, selon le modèle de prédiction, sont à haut risque de fracture. Et ce modèle, c'est le modèle Frisbee ou le modèle qu'on utilise, Frax et les autres, dont ma collègue vous a parlé. Et dans le traitement, on a une prévention secondaire. Ça veut dire qu'on donne un traitement tout de suite après une fracture, surtout une fracture vertébrale ou une fracture de la hanche, pour prévenir une nouvelle fracture. Professeur Berman vous a déjà parlé de ces deux cellules de l'os et je vous dis encore deux mots parce que le traitement se base vraiment sur ça. Il y a l'ostéoblaste, la cellule qui s'occupe de la formation osseuse, ici en bas, et il y a les ostéoclastes, la cellule qui s'occupe de la résorption osseuse. Le traitement anti-ostéoporotique peut agir soit par une diminution de la résorption osseuse, soit par une augmentation de la formation osseuse, et on a une nouvelle molécule qui fait les deux. Tout au long de la vie, un équilibre entre la résorption osseuse et la formation osseuse, ce qui donne un os sain, mais après la ménopause, on a une résorption osseuse qui est beaucoup plus importante que la formation osseuse. C'est la cause pour laquelle l'os devient fragile et il peut se fracturer. Dans le traitement de l'ostéoporose, on a deux catégories de médicaments, comme j'avais dit tout à l'heure. Les thérapies, ce qu'on appelle antirésorptives, qui bloquent la résorption osseuse, ça veut dire qui bloquent l'activité ou le nombre des ostéoclastes, sont les cellules qui s'occupent de la résorption osseuse. Et ici, on a la thérapie de substitution post-ménopause, on a les biphosphonates et on a le denosumab. Et on a les thérapies qu'on appelle anaboliques, qui agissent au niveau de la formation osseuse par la stimulation de l'activité des ostéoblastes. Et puis, on a ici le romosozumab, je vais vous parler tout à l'heure. C'est une nouvelle molécule qui agit par la diminution de la résorption osseuse et qui stimule dans le même temps la formation osseuse. Les biphosphonates sont des médicaments antirésorptifs. Alors, ils agissent au niveau de la résorption osseuse par la diminution du nombre et de l'activité des ostéoclastes. Il y a des médicaments en administration orale, c'est l'alendronate, risedonate et ibandronate. Il y a des médicaments en administration intraveineuse, c'est le cas de l'ibandronate et de zolendronate. Vous voyez ici que cette classe de médicaments elle est très efficace. Quand selon les études et les données actuelles, on a une diminution de fracture vertébrale jusqu'à 56%, on a une diminution de fracture de la hanche jusqu'au 42% et une diminution de fracture non vertébrale jusqu'au 20%. Comme tous les médicaments, il y a des effets secondaires. Alors, en administration orale, on peut avoir une irritation ésophagienne. On a le risque d'hypocalcémie. C'est pour ça que c'est très important de prendre le calcium et la vitamine D et de s'assurer qu'ils sont dans les normes. Et cette classe de médicaments doit être utilisée avec précaution dans une insuffisance rénale. C'est pour ça que votre médecin va vérifier chaque fois la fonction rénale avant de vous prescrire un biphosphonate. L'effet secondaire qui donne plus peur, c'est l'ostéonécrose de la mâchoire et je vais vous expliquer en quelques mots de quoi il s'agit. C'est un effet secondaire qui a été rapporté avec une incidence faible chez les patients qui sont traités pour l'ostéoporose et l'incidence est plus élevée chez les patients traités dans le cadre du cancer pour les métastases osseuses parce que la dose est 10 fois plus élevée et l'administration se fait en intraveineux. Il y a des facteurs de risque évidemment qui augmentent le risque de l'ostéonécrose de la mâchoire
comme les patients qui sont traités pour le cancer, il y a le traitement par chimio-radiothérapie qui favorise l'apparition de cet effet secondaire. Il y a aussi une mauvaise hygiène buccale, la maladie parodontale, et bien sûr des procédures dentaires invasives, comme c'est le cas de l'implant dentaire. Mais il faut retenir qu'un examen dentaire, il faut quand même être fait avant de commencer un traitement, mais que cet effet secondaire, elle est vraiment très faible dans la dose qu'on utilise pour traiter l'ostéoporose. Un autre médicament antirésorptif, c'est le denosumab, qui agit aussi au niveau de la résorption osseuse. En fait, c'est un anticorps qui bloque le rank ligand. Professeur Berman vous a montré tout à l'heure que le rank ligand, c'est le principal stimulateur de la résorption osseuse. Alors, comme l'effet, il y a une diminution du nombre et de l'activité des ostéoclastes, ce qui diminue la résorption osseuse. Ce médicament, on le donne en administration sous-cutanée tous les 6 mois, même chez les patients avec une insuffisance rénale. L'efficacité du denosumab est très importante parce que, comme vous voyez ici dans ce tableau, il y a une diminution de risque de fracture vertébrale jusqu'à 70%, une diminution de fracture de l'ange jusqu'au 40% et diminution de fracture non vertébrale jusqu'au 19%. Il a aussi des effets secondaires, sont plus ou moins les mêmes avec les biphosphonates, ça veut dire qu'il y a le risque de l'hypocalcémie, faible risque d'ostéonécrose de la mâchoire s'il est donné pour traiter l'ostéoporose, mais quand on arrête le traitement, il y a une diminution rapide de la masse osseuse et le risque élevé de fracture. C'est pour ça qu'il ne faut jamais arrêter le traitement sans parler à votre médecin qui va vous conseiller quel traitement vous pouvez suivre après avoir arrêté le denosumab. La deuxième classe de médicaments sont les médicaments anaboliques qui agissent au niveau de la formation osseuse, au niveau des ostéoblastes, les cellules qui s'occupent de la formation de l'os. Et ici, on a 3 médicaments, abaloparatide qui n'est pas encore utilisé à l'Europe, mais on a teriparatide et romosozumab qu'on utilise en Belgique aussi. Le teriparatide, il est très, très efficace. Vous voyez ici les résultats de l'étude. Il y a une diminution de fractures vertébrales jusqu'à 87%, une diminution de fractures non vertébrales jusqu'à 46%. Il n'agit pas malheureusement sur les fractures de la hanche. Les effets secondaires liés au teriparatide sont vraiment modérés, transitoires. Les patients peuvent avoir des nausées, des crampes au niveau des membres, des maux de tête ou de vertiges liés au fait que le médicament peut donner une diminution de la tension. Il y a le risque d'hypercalcémie, mais c'est vraiment asymptomatique et transitoire. Et le traitement ne peut pas utiliser que 2 ans. Romosozumab, c'est une molécule intéressante et très efficace. Pourquoi? Parce qu'elle a un double mécanisme. En fait, romosozumab, il bloque la sclérostine, dont le professeur Berman vous a parlé. Et alors, il a une action double. D'un côté, de diminuer la résorption osseuse par la diminution des ostéoclastes. Et de l'autre côté, il y a une stimulation de la formation osseuse par la stimulation des ostéoblastes. L'efficacité avec le romosozumab, elle est aussi très bonne parce que vous voyez qu'il y a une réduction de risque de fracture vertébrale jusqu'à 73%. Il y a une diminution de fracture de l'ange jusqu'au 40% et fracture non vertébrale jusqu'au 20%. Les effets secondaires sont celles qu'on a déjà discutées, ça veut dire l'hypocalcémie, des réactions au niveau de sites d'injection, très peu de cas de fracture atypique ou d'ostéonécrose de la mâchoire. Mais ce qu'on a vu dans la seule étude, c'est une augmentation de risque des événements cardiovasculaires. C'est encore à prouver si c'est lié à la molécule ou pas. Combien de temps on peut continuer le traitement? Si on parle de biphosphonates en administration orale, on peut aller jusqu'à 10 ans. Si on parle de biphosphonates en administration intraveineuse, c'est jusqu'à 6 ans. Le denosumab, c'est 10 ans. Et pour les thérapies qui s'occupent de la formation osseuse, c'est maximum 2 ans de traitement. Pour les patients qui sont sous thérapie anabolique, pour lesquels on est limité à la durée à 2 ans, ou pour les patients avec le denosumab, dont on a vu qu'il y a une diminution de la masse osseuse dès qu'on l'arrête, il faut continuer la thérapie avec des médicaments antirésorptifs pour éviter la perte de masse osseuse. Quand on dit qu'un traitement est efficace, mais quand on n'a plus de fracture, quand la masse osseuse est stable ou augmente, et ce test on le fait par l'ostéodensitométrie, ou quand on a une diminution du risque de fracture selon les modèles de prédiction. On peut arrêter le traitement. Il ne faut jamais arrêter le traitement sans consulter le médecin. Parce que, comme je viens de dire,
il y a une perte de masse osseuse et une augmentation de risque de fracture. Mais le médecin peut décider de faire une fenêtre thérapeutique en regardant certains critères, le risque de fracture, s'il y a des facteurs de risque qui sont éliminés. C'est seulement le médecin qui doit décider l'arrêt du traitement. Vous voyez qu'on a des molécules efficaces, qu'on a des molécules très puissantes qui sont capables d'augmenter la masse osseuse et de réduire le risque de fracture, mais est-ce qu'on traite vraiment après une fracture? C'est la question qu'on s'est posée dans cette étude qu'on a faite sur les données de notre corps frisbee. Vu que toutes les femmes ont eu une ostéodensitométrie à l'inclusion, que le résultat a été envoyé chez le médecin traitant, on a voulu savoir quelle est la proportion des femmes qui n'ont pas reçu un traitement anti-ostéoporotique après leur première fracture dans le cadre du suivi de notre étude. Selon vous, combien de femmes ne sont pas traitées après une fracture? Qui pense que c'est moins de 30%? Personne, ok. Qui pense que c'est entre 30 et 60? Et qui pense que c'est plus de 60%? On était étonnés par les résultats et vous avez raison. 85% des femmes n'ont pas reçu un traitement après une fracture. Et 70% des femmes n'ont pas reçu un traitement après une fracture de la hanche ou une fracture vertébrale. Ce n'est pas que chez nous. Ici, on a fait un revue de la littérature avec les autres cohortes qui sont suivies de manière rétrospective ou prospective. Et vous voyez que le taux des patients non traités est élevé comme dans notre cohorte. Dans les pays de l'Union européenne, selon ces statistiques qui ont été publiées récemment, le pourcentage de femmes qui n'ont pas été traitées pour l'ostéoporose a augmenté de 55% en 2010 à 71% en 2019, alors qu'on a une évolution des médicaments et des molécules qu'on peut donner. Quelles peuvent être les causes pour l'absence du traitement? Mais peut-être que l'ostéoporose est sous-diagnostiquée. Parce qu'on pense, comme le professeur Baudy disait tout à l'heure, que ce n'est pas une maladie, que c'est une conséquence normale de vieillissement, et ce n'est pas le cas, vu les morbidités, les mortalités qui sont élevées. Peut-être c'est les coûts de médicaments, peut-être c'est la peur des effets secondaires, ou peut-être c'est vraiment l'absence de coordination entre les équipes médicales. On ne connaît pas la réponse, mais on travaille tous pour diminuer ce taux de patients non traités. Quelle est la solution qu'on propose? Construire une équipe avec le but de faire une évaluation du risque, de faire une éducation, d'initier un traitement et le suivi, avec le but d'éviter les fractures et de diminuer les complications et la mortalité. C'est une équipe entre nous, les médecins, qui prenons en charge les patients, qu'il s'agit des urgences, des gériatres, des orthopédistes, des endocrinologues, mais aussi une équipe entre nous et vous. Quels sont mes conseils? Mais comme mes collègues vous ont expliqué tout à l'heure, d'avoir une activité physique, une alimentation qui est saine, d'identifier les facteurs de risque, mais surtout parler à votre médecin, faites-vous tester et faites-vous soigner si nécessaire. Quels sont les messages que je voulais transmettre aujourd'hui? C'est que, j'insiste, l'ostéoporose est une maladie qui n'a pas de signes, de symptômes jusqu'à l'apparition d'une fracture. Que la présence d'une fracture doit être un signal pour la mise au point et traitement parce que ça augmente le risque d'une nouvelle fracture. Comme on a vu ensemble, il y a des médicaments efficaces qui sont bien tolérés pour traiter l'ostéoporose, efficaces parce qu'ils sont capables d'augmenter la masse osseuse et de réduire le risque de fracture jusqu'à 70%. Mais malheureusement, trop peu de patients avec une fracture échappent au traitement, d'où l'importance pour moi des réunions comme celle d'aujourd'hui, comme celle qu'on a eue ce matin avec le médecin traitant, comme celle qu'on a aujourd'hui avec vous. Et je pense que la communication entre vous et nous, les médecins, c'est la plus importante. Je vous remercie pour votre attention.